Et voilà, aujourd'hui nous allons voir la quatrième partie de ce chapitre, le coût d'achat. Donc c'est très simple, la formule, le coût d'achat égale le prix d'acquisition, le prix d'achat plus l'ensemble des frais d'achat, les frais d'achat. Alors, comme je dis, c'est très simple. Et je vous demande d'abord de ne pas être trop paniqué sur trois expressions que je vais utiliser dans cette vidéo. Le coût d'achat, le coût d'acquisition et le coût d'approvisionnement. Alors ces trois termes sont la même chose. Et voilà, ne soyez pas, en tout cas, ne paniquez pas pour ça. Tantôt je vais dire le coût d'acquisition, tantôt je vais dire le coût d'approvisionnement et ainsi que le coût d'achat. Et parce que c'est la même chose, ce sont des termes de synonymes. Et voilà. Le coût d'achat égale le prix d'achat plus les frais engagés lors de l'acquisition. Et par exemple, vous êtes une entreprise spécialisée en industrie, la fabrication d'huile. Alors, vous, à la base de l'arachide est considéré comme votre matière première. Là, vous allez en tout cas exporter votre matière première pour... vous allez acheter d'abord les matières premières de l'arachide. C'est un fournisseur. Donc, c'est ce coût qu'on est là en train de calculer. Et voilà. Donc, supposons vous avez acheté 4 sacs d'arachide que vous voulez transformer. Donc, le coût d'acquisition de chaque sac appelé le prix d'achat. Voilà, le prix que vous allez en tout cas acheter pour chaque unité. Vous avez là ce prix d'acquisition plus les frais, autres frais que vous allez supporter lors de cette acquisition. Vous pouvez supporter les frais de transport des matières ainsi que les frais de déchargement de ces matières premières. Vous allez en tout cas peut-être payer les main d'œuvre pour décharger la matière première ou d'autres frais de recherche pour connaître le prix de ces matières premières. Vous voyez, ce sont des différents frais que l'entreprise pourrait en tout cas supporter lors de l'acquisition de ces matières premières. Alors, l'ensemble de ces frais plus le prix de l'acquisition d'une unité appelle-t-on le coût d'achat. Voilà, vous voyez que la méthode est très simple. Donc, dans ces frais, différents types de frais, vous pouvez avoir des frais directs et des frais indirects. Nous avons parlé au niveau de tableau de répartition indirect. Voilà. Donc, là, après avoir déterminé le coût d'acquisition, vous pouvez ce qu'on appelle faire l'inventaire permanent des matières. Si les matières font l'objet de stockage, on procède à leur compte inventaire permanent. C'est très clair? Les sorties seront évaluées par la méthode du coût unitaire moins pondéré ou la méthode PEPS, première entrée, première sortie. Donc là, nous allons voir deux types d'évaluation des sorties des matières. Et la méthode d'évaluation des coûts. Et voilà, donc l'entreprise, ça dépend de l'entreprise pour adapter la méthode du coût unitaire moins pondéré ou la méthode PEPS, première entrée, première sortie. Alors là, nous allons adapter ce principe au moment où la matière a fait l'objet de stockage. Supposons, dans notre exemple, entreprise qui fabrique de l'huile à la base de l'arachide. L'arachide, parce que l'activité comptable, l'activité d'une entreprise est faite de façon périodique, période à période. Donc, si l'entreprise achète des matières pour faire l'objet de stockage, stocker, les garder dans le magasin, et que ce nouveau achat pourrait trouver des stocks initiaux, cela veut dire des stocks anciens. L'entreprise achète d'autres matières pour les rajouter parce que peut-être que ces matières existantes ne peuvent pas en tout cas subir la transformation, ne suffit pas pour la transformation de la période. Donc nous allons acheter d'autres matières. Donc en ce moment, la matière a fait l'objet de stockage. Alors, donc nous allons voir cette méthode, la méthode COMP, coût unitaire moins pondéré. Cela nous permet de connaître si l'entreprise a acheté à la période. À la période, l'entreprise a un coût qui est rajouté à un autre coût initial. Et le coût maintenant, un coût ajouté à un autre coût, ça devient deux coûts.
en tout cas, qui n'ont pas le coût unitaire, qui n'ont pas le même coût unitaire, et que l'entreprise doit faire une consommation de ces matières premières. Pour connaître le coût unitaire moins pondéré, nous permet de connaître le coût unitaire associé à chaque produit, à chaque matière première, après avoir ajouté le nouveau achat aux anciens stocks. Voilà, pour connaître la consommation unitaire, le prix unitaire ou le coût unitaire pour chaque matière première. Alors, le coût unitaire moins pondéré, la formule, nous allons voir. Le coût unitaire moins pondéré est égal à la valeur des entrées initiales plus la valeur des entrées de la période. Entrée initiale, c'est l'entrée initiale, c'est l'entrée existante, et la valeur entrée de la période, c'est la valeur considérée, achetée par l'entreprise au moment où elle est prête à transformer, à produire de la période. Sur la quantité initiale de stock initial, la quantité de stock initial plus la quantité des entrées de la période. Voilà. Donc en haut, c'est la valeur. En bas, c'est la quantité. Donc là, pour trouver une valeur, il faut multiplier la quantité fois le prix unitaire. C'est ça la valeur. La quantité, c'est la quantité exacte. Vous avez maintenant le coût unitaire moins pondéré associé. C'est le coût associé à chaque matière première qui sera considéré comme le coût lors de la consommation de ces matières premières. Voilà. Donc, nous allons voir le tableau. Nous allons voir le tableau du coût d'achat et son compte inventaire permanent. Donc, si la matière ne fait pas l'objet de stockage, vous pouvez directement vous arrêter là, parce qu'il ne servira à rien de faire son compte inventaire permanent et vous ne pouvez pas même faire le compte inventaire permanent. Voilà. Donc, je vous dis de ne pas, en tout cas, inventer le sujet. Le sujet va venir de façon, toutes les informations seront détaillées dans le sujet. Vous n'avez que respecter le principe, comme on vient de dire ici. Et le coût d'achat, vous allez vous intéresser tout simplement à les charges qui intéressent à l'acquisition, l'approvisionnement et tout ça. Tu vois, c'est la même chose. Ce sont des charges qui concernent seulement à l'achat, comme c'est très spécifié. Donc, la comptabilité analytique, elle est comme ça. Voilà. Donc, allons voir le tableau du coût d'achat et compte inventaire permanent. Vous avez vu, nous avons deux différentes parties. Donc, ces deux différentes parties seront dans le même tableau que vous allez voir tout de suite. Alors, là, vous avez le coût d'achat, élément, matière A, matière B. Nous avons deux matières, A et B. Et voilà. Donc là, l'entreprise, ce tableau, nous avons la quantité ici, prix unitaire, montant, quantité, prix unitaire, montant. C'est très simple. Vous avez le prix d'achat, le prix par lequel vous avez acheté une unité de la matière première A et une unité de la matière première B. Ce sont les prix unitaires. Vous les multipliez par la quantité, ce qui vous donne le montant en valeur, comme aussi pour la matière B. Vous avez le prix d'achat. À chaque fois, une fois le prix d'achat, n'oubliez pas la formule précédente. Nous n'avons pas fini avec le coût d'achat parce que nous avons que le prix d'achat. Nous allons venir maintenant rajouter l'ensemble de ces frais supportés lors de l'acquisition. Vous avez les frais indirects d'approvisionnement, les frais directs d'approvisionnement. Voilà, je vais montrer ça pour que ça soit beaucoup plus clair. Voilà. Et voilà. Donc là, vous avez les frais directs d'approvisionnement. Vous n'avez pas besoin des frais directs d'approvisionnement, le prix unitaire ou la quantité. Donc là, on vous donne le montant directement. Vous allez insérer le montant pour A et le montant pour la matière B. Les frais indirects, donc, c'est important. C'est pourquoi on a fait d'abord le tableau de répartition des charges indirectes pour connaître le nombre d'unités d'œuvre pour chaque matière et le coût unité d'œuvre de la matière. Donc, il suffit de multiplier le nombre d'unités d'œuvre que vous avez trouvé au niveau du tableau de répartition pour la matière A, multiplié par le coût unitaire moins le coût unité d'œuvre, ce qui vous donne aussi le montant pour A. Et la même chose pour B, et ça vous donne aussi le montant de l'ensemble des frais indirects pour la matière B. Maintenant, vous allez faire
appliquer la formule, le coût d'achat, qui est là, le coût d'achat est égal le prix d'achat plus l'ensemble des frais directs plus les frais indirects, l'ensemble des frais qui vous donne le coût d'achat, et vous avez ici le coût d'achat. Donc ici dans cette case, le prix unitaire est vide. C'est pas important que vous le mettez. Vous avez seulement la quantité que vous avez achetée. Cela, vous pouvez faire parler votre tableau et dire les chiffres. Une quantité supposons de 10 000 sacs est coûtée pour la matière A est coûtée à tel franc CFA. Et voilà, est coûtée à tel franc. Maintenant, nous allons voir maintenant ce qu'on appelle le compte inventaire permanent. Et si la matière ne fait pas l'objet de stockage, vous vous arrêtez ici. Si c'est stocké, et voilà, vous allez passer par son compte inventaire permanent. Donc, en ce moment, le texte sera très précis. Il va vous dire le stock initial. Le stock initial pour la matière A et la matière B. Et vous aurez la quantité de stock initial que le nouveau achat a trouvé l'ancien en stock dans le magasin de l'entreprise. Il faut le rajouter. Et voilà, donc là, vous avez la quantité initiale. Vous avez le prix unitaire de la quantité initiale. Vous les multipliez. Vous avez en tout cas la valeur de stock initial pour la matière A. Ainsi que la même chose pour la matière B. Vous avez la valeur de stock initial de la matière B. Alors, vous faites maintenant la somme de nouveau achat, le coût d'achat, le nouveau quantité de la période achetée, la quantité de la période achetée plus la quantité stockée dans le magasin. Vous avez maintenant le stock, la quantité globale stockée par l'entreprise dans le magasin. Donc là, la somme de ces deux va vous donner la quantité existante pour la matière A pendant la période. Et ici, vous avez la valeur. Dans cette partie, vous ne pouvez pas trouver la valeur d'abord. Le coût moyen unitaire pondéré. Vous allez directement la valeur. Pour trouver cette valeur existante, vous faites aussi la somme. Comme vous avez sommé les quantités, vous avez le coût d'achat de la matière A plus la valeur des stocks initiales pour la matière A. Vous avez maintenant la valeur existante pour la matière A. Maintenant, la formule du coût moyen unitaire pondéré. Comme je vous ai déjà montré tout à l'heure, c'est la valeur des entrées initiaux plus, c'est ce qui est là, la valeur des entrées initiaux est là, plus la valeur des entrées de la période. C'est le coût d'achat. Quand vous les additionnez, vous avez là, divisé par les quantités. Vous voyez, divisé par la quantité. Et voilà. Donc, si vous le divisez par la quantité globale, vous avez le coût unitaire moins pondéré. Donc, c'est ce coût unitaire moins pondéré que nous allons utiliser maintenant pour faire évoluer les sorties de la consommation. C'est la même chose que pour la matière B. Nous pouvons même faire exclure la matière B, juste pour vous montrer. Mais vous pouvez faire la même chose pour la matière B. Une fois à faire pour la matière A, même chose pour la matière B aussi. Voilà, vous avez les coûts unités moins pondérés pour la matière A. Maintenant, nous allons venir utiliser la consommation, la sortie de consommation des matières premières, parce que l'entreprise va fabriquer, va utiliser les matières premières. Maintenant, dans quelle sorte? L'entreprise épuise où? Dans le stock global. Dans le stock global au magasin. Je ne sais pas, est-ce que c'est pourquoi c'est ce qui est fait l'objet, ce qui fait l'importance de ce calcul du coût unitairement pondéré. Parce que si on ne fait pas ça, on ne sait pas lequel de ces produits nous allons utiliser en premier. Nous pouvons fausser le coût. Car si le coût unitaire pour la matière, pour le stock initial était de 250 et le coût unitaire pour le nouveau achat de la paix était de 200. Donc, quand on ferme les yeux, l'entreprise, les dirigeants, les manœuvres peuvent fermer les yeux et faire sortir les matières premières de façon au hasard. On ne sait même pas comment on a, en tout cas, les coûts de quelle quantité qu'on a pris, C'est pourquoi nous avons fait égaliser l'ensemble de ces matières premières stockées dans le magasin à un seul coût. C'est voilà l'importance. Voilà. Donc, après, je vais vous expliquer aussi la méthode PEPS.
Voilà. Donc ici, la sortie de consommation. La sortie de consommation, la quantité consommée, on va vous dire que l'entreprise a fabriqué et a utilisé une unité de matière A pour fabriquer telle quantité de produits. Donc là, ce sera ça. Ça sera valorisé au coût unitairement pondéré. Quantité fois prix unitaire, vous avez la valeur, ainsi que la même chose pour la matière B. Le stock final théorique maintenant, ça sera l'existante moins la consommation, le stock global moins la sortie, ce qui est déjà sorti, ce qui a été utilisé par l'entreprise. Donc nous allons avoir une nouvelle stock finale théorique, de façon théorique comme les calculs nous ont montré. C'est ça. Donc théoriquement, ce sera la quantité existante moins la quantité consommée. Nous avons là, et ainsi que la valeur. Vous avez la valeur comme ça. Maintenant, le stock final théorique peut être différent du stock initial, le stock final réel. C'est possible. C'est là où vient les différences inventaires. On appelle ça différence inventaire. Et cette différence peut être interprétée comme de façon manquante ou excédentaire. Si le stock final théorique est supérieur au stock initial, au stock final réel, cela veut dire que la différence inventaire est manquante, oui. Cela veut dire que la différence inventaire est manquante théoriquement. Ça veut dire théoriquement ce que nous avons calculé est supérieur à ce que nous avons trouvé dans le magasin réellement. On a fait des comptes dans le magasin, nous n'avons pas trouvé ça. Donc là, vous avez les différences inventaires. Et si le stock final réel est supérieur au stock final théorique, cela veut dire que la différence inventaire est excédentaire. C'est favorable, c'est bon. Parce que théoriquement, ce que nous avons calculé réellement est supérieur à théorique. Donc c'est bon. Donc après les vérifications dans le magasin, nous avons trouvé exactement une quantité qui est supérieure théoriquement à ce que nous avons déterminé. Alors donc l'excédent, la différence, elle est excédentaire. Donc voilà la méthode de calcul de ce coût en utilisant la méthode du coût moins pondéré. Et voilà. Donc dans mes précédentes vidéos, je vais vous parler. Dans mes vidéos suivantes, je vais parler aussi la méthode de PEPS, première entrée, première sortie. Dans cette méthode, nous allons parler aussi de cette méthode avec comment on l'utilise. Voilà, c'est très intéressant. Je vais faire cette vidéo. Merci. Et si vous le trouvez intéressant, n'hésitez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Merci, à la prochaine.